N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs de Léon Joléo, je sais que vous nous suivez de partout dans le monde. À République démocratique du Congo, vous nous suivez aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC, et aujourd'hui, nous continuons toujours avec nos séries d'entretiens sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et, chers internautes de Léon Joléo, nous recevons le prof Nissé Nzereka Mwendi. C'est un chercheur, écrivain et enseignant à l'université ici à Butembo. Prof Nissé Nzereka, il est ici, il nous parle de son point de vue par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo. L'homme que vous voyez devant vous, c'est le prof Nissé Nzereka, c'est un citoyen. Il suit de près et de loin la situation de la République démocratique du Congo. Prof, présentez-vous d'abord à nos téléspectateurs. Bon, vous l'avez dit, je suis Nissé Mwendi, je suis enseignant de relations internationales et de géopolitique à l'université du Graben, université catholique du Graben. Et je fais du visiting de temps en temps à l'université de Kisangani. Vous suivez de près la situation de l'Est, surtout de Goma, le M23 qui attaque le sol congolais. Il y a des décisions qui ont été prises par les chefs de l'État. Par rapport au M23, prof, quelle lecture avez-vous? Bon, la résurgence du M23, d'abord, c'est la RDC qui a une part de responsabilité dedans, parce que le M23 a été défait entièrement en 2012, début 2013, mais curieusement, la RDC a redonné du souffle au M23 en signant des conventions à Nairobi à l'occasion de la célébration de l'indépendance du Kenya. Ça, c'est le chef d'État congolais de l'époque qui a signé un accord que la RDC avait refusé de signer, parce que le M23 était à plate couture, il était en train d'être défait. Et il avait déjà été jugé inutile de poursuivre la négociation avec un groupe armé défait militairement. Mais quelques mois après, donc, la RDC, à travers son chef d'État, a signé des conventions qui éclataient l'accord initial que la RDC ne voulait plus signer. Mais cette même RDC l'a signé sous forme de 3 conventions différentes. Mais quand vous les rassemblez, c'est le même texte que le pays avait refusé de signer. Donc, un groupe qui avait été défait a été ressuscité à travers ces accords parce qu'il a reçu des promesses de la part du gouvernement. Et c'est comme ça que le M23 trouve un levier important à agiter. Voilà, vous nous avez promis ceci, vous ne l'avez pas fait. Lorsque le régime a changé et qu'il y avait un nouveau chef d'État, le M23 s'est déplacé jusqu'à Kinshasa pour rappeler ce que la RDC avait signé avec le M23 et rappeler les promesses du gouvernement. Et comme les choses n'évoluent pas, le M23 se relance dans la guerre pour essayer de faire pression et se mettre certainement en bonne position pour les négociations en cours avec les groupes armés congolais. Donc le M23, certainement qui n'a pas voulu se faire oublier par cette nouvelle négociation. Donc une autre opportunité que le gouvernement donne encore aux groupes armés de négocier, de négocier. Et donc, moi je pense que déjà la RDC a une part importante dans la résurgence du M23, à part le fait qu'on peut penser aussi que le M23 se réveille peut-être pour desserrer les taux des FARDC sur les EDF à Beni. Bon, ça peut être une autre motivation, mais déjà le fait que le M23 existe encore, c'est de la responsabilité première de la RDC qui avait signé, qui avait renégocié avec un groupe déjà défait. Alors, on aurait déjà oublié ce M23 depuis longtemps. On pouvait exiger seulement que les résidus du M23
soient extradés vers la RDC pour y être jugés. Parce que le M23 était en position de faiblesse à l'époque. Et les principaux soutiens du M23, notamment le gouvernement rwandais, il avait à l'époque relâché son soutien au M23 parce qu'il avait subi beaucoup de pression de la part de ses partenaires extérieurs. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis avaient fait pression sur le Rwanda. Et donc, la RDC était en position de force pour exiger que ces pays qui soutiennent le M23 les poussent vers la RDC, qu'on les attrape et qu'on les extradie vers la RDC. Mais la RDC ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous en subissons des conséquences. Voilà ce que moi je pense de cette insurgence. Et le fait que le M23 soit soutenu par le Rwanda ne me surprend pas, parce que ça a toujours été le cas. Le fait que la RDC ait attrapé quelques soldats rwandais, donc dispose maintenant des preuves de l'implication du Rwanda, c'est une bonne chose, c'est un levier important à exploiter pour exiger, pour faire aussi des exigences, formuler des exigences à l'égard du Rwanda et pour peser dans les prochaines phases des rapports stratégiques entre la RDC et le Rwanda. Et le fait que la RDC, à moins d'une semaine, décide de relâcher ces soldats rwandais et donc de se priver des preuves de l'implication du Rwanda, même si bon, la RDC a déjà présenté ses preuves, mais le fait de relâcher ces soldats rwandais, c'est selon moi une erreur stratégique parce que la RDC se prive de preuves importantes qui participent depuis une semaine au renforcement de la cohésion nationale, à la mobilisation de la population autour des FARDC, parce que c'était une occasion de se dire, bon, cette fois-ci, nous allons en découdre. Si les FARDC ont besoin de soutien populaire, nous allons participer. Il y a même des jeunes qui commençaient à prendre donc à déposer, à apporter des sucrés et de l'eau au FARDC. Donc, ce soutien, je pense, la décision de remettre les soldats rwandais au Rwanda va risquer de briser cet élan populaire en soutien au FARDC. Et en même temps, la RDC n'obtient rien en échange. Ouais. Même pas l'exigence que certains criminels recherchés en RDC, comme Laurent Kunda, soient extradés. Donc on remet comme ça des capturés de guerre au Rwanda et la vie continue. C'est une erreur. Oui, il y a le gouvernement rwandais, donc l'armée rwandaise, qui est déjà prête pour combattre avec les FARDC, puisque au début, par erreur, il y a des obus de nos FARDC qui avaient tombé au sol rwandais, mais curieusement, les Rwandais aussi avaient jeté des obus sur le sol congolais. Donc vous voyez quelque chose qui va éclater. Oui, on semblait, tout le monde a vu que la tension montait entre les deux. Mais moi je pense que c'était dans l'intérêt de la RDC. Parce que la RDC est du bon côté et le fait que la tension soit montée du fait de l'implication du Rwanda sur la terre congolaise était plutôt avantageux pour la RDC. Avantageux aussi parce que le schéma de faire la guerre au Rwanda en déclarant le M23 groupe terroriste et par ricochet, tous ceux qui soutiennent le M23, ça veut dire le Rwanda, qui soutient un groupe terroriste, on ne doit pas négocier avec un État qui soutient un groupe terroriste. Donc ce schéma-là de faire la guerre au Rwanda, de faire monter la tension, était avantageux pour la RDC dans le court terme parce qu'il renforçait la cohésion nationale et a mobilisé, comme je le disais tantôt, la population congolaise pour cette guerre parce que tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt à participer d'une manière ou d'une autre. Et je crois que le moral des FARDC était au top. Mais maintenant, le fait de les relâcher prive la RDC d'un certain nombre de preuves et prive la RDC d'une occasion
d'une occasion de réinvestir dans l'armée ou de renforcer l'investissement dans l'armée et dans la politique de défense. Parce que entrer ouvertement en guerre avec le Rwanda signifiait, pour la RDC, une occasion de mobiliser l'argent pour renforcer la politique de défense de la RDC, pour renforcer les FARDC, se doter, mettre à jour sa technologie militaire. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas d'ennemis. Enfin, donc la RDC s'est comportée pendant des années comme un État qui n'a pas d'ennemis, alors que nous avons des ennemis. Nous avons un ennemi qui joue à l'hypocrisie, qui gagne des marchés en RDC, dans l'aviation, dans les secteurs miniers, etc., mais qui en même temps fait la guerre à la RDC. C'est de l'hypocrisie. Et donc, je pense qu'on devrait être un peu moins naïf, donc un peu plus dur et cohérent dans le choix qu'on a effectué. Donc, choisir de ne plus reconnaître le M23 comme un partenaire pour la négociation, de ne plus reconnaître ceux qui soutiennent le M23 comme partenaire, et revenir sur cette décision une semaine plus tard. Bon, c'est une incohérence diplomatico-stratégique. Oui, vous, personnellement, Prof. Mwende, si on vous demandait de donner conseil à Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la RDC, vous donnerez quel conseil, par exemple, Prof? Bon, je ne sais pas si on peut me demander de donner un conseil au président rwandais, d'autant plus que je ne suis pas rwandais, mais je sais que chaque chef d'État, conscient des intérêts de son pays, les défend jusqu'au bout. Et si le Rwanda a intérêt à déstabiliser continuellement la RDC pour renforcer la cohésion interne au Rwanda, parce que quand le Rwanda n'aura plus d'ennemis officiels, les Rwandais vont se diviser davantage. Donc, pour le Rwanda, peut-être en déstabilisant la RDC sous prétexte qu'en RDC, il y a des FDLR, que le même Rwanda n'a pas combattu lorsqu'il était en RDC sous l'AFDEL, parce qu'il a sauté les espaces, il a survolé les espaces occupés par les FDLR et est allé faire la guerre à Kisangani pour le contrôle des diamants. Donc ça, c'était un prétexte. Alors, lorsque le Rwanda met en avant le prétexte des FDLR en RDC pour déstabiliser la RDC, et que le Rwanda mise toujours sur sa victimisation due au génocide de 1994 pour réveiller, alerter l'attention de la communauté internationale que voilà, les FDLR se préparent en RDC pour me réattaquer, alors que tout le monde le sait. On n'a jamais appris que les FDLR ont attaqué le Rwanda. Peut-être qu'ils le font, mais vraiment, c'est pas diffusé. Et contrairement au M23 soutenu par le Rwanda qui attaque régulièrement la RDC. Donc, si le Rwanda est capable de brandir des prétextes, d'agiter le spectre d'un ennemi extérieur pour consolider la cohésion nationale au Rwanda, ça permet au régime de Kagame de gérer une société plus ou moins unie, mais qui pourrait être désunie en l'absence de menaces extérieures. Bon, la question c'est, nous, RDC, comment nous faisons aussi pour défendre notre intérêt national? Quel est notre intérêt national? Comment nous le défendons? Comment nous manipulons tout ce qui nous entoure pour consolider nos intérêts? C'est là toute la question. Ouais. Donc on ne doit pas être là et attendre d'être chaque fois attaqué, menacé, et de manière peut-être même ridicule, que le Rwanda dise les FARDC sont associés au FDLR, et donc les FARDC ensemble avec les FDLR ont lancé des obus sur notre territoire. Ça, c'est pour chercher à discréditer l'armée congolaise. Et lorsque la RDC discrédite le M23 et sous soutien rwandais, la RDC reprend un peu une bonne posture dans ces rapports-là. Et donc, c'était un bon schéma.
y renoncer, c'est un recul regrettable. Je pense que moi, si j'avais un conseil à donner à notre chef d'État, malheureusement, il l'a déjà fait apparemment. Donc, c'était plutôt de lui demander de ne pas remettre ses soldats au Rwanda, de les garder en RDC et de les utiliser comme un levier important dans les futurs rapports, dans les prochaines phases des rapports diplomatico-stratégiques avec le Rwanda, et aussi dans ses rapports avec ses partenaires, pour essayer de mobiliser le plus de partenaires du point de vue diplomatique pour isoler le Rwanda. Ouais. Oui, prof, nous sommes vers la fin de notre entretien. Il y a une prolongation des opérations conjointes FARDC et UPDF. On vient d'ajouter 2 mois. Quelle analyse avez-vous par rapport à ça? Alors, l'UPDF est en RDC depuis la fin de l'année passée, donc décembre, fin novembre d'ailleurs, je pense. Et décembre. Et après 6 mois, on peut constater que les premiers jours du déploiement des Ougandais, les premiers jours ont suscité beaucoup d'espoir parce qu'ils ont frappé quasiment tous les bastions des ADF et les ont dispersés. Et c'est au moment de l'engagement des troupes que cette idée d'opération conjointe, de mutualisation des forces s'est développée. Il y avait des appels de toutes parts pour qu'il y ait cette mutualisation des forces. Même la MONUSCO s'est impliquée dedans. Et pourvu que ça marche. Et donc, sur terrain, les opérations ont produit des effets, je dirais, mitigés. Au regard des frappes qui avaient eu lieu les 2 premiers jours et de cette sorte de repos pendant 1 semaine ou 2 avant le lancement des opérations au sol, et que ces opérations au sol ont quand même maintenu la pression sur les ADF et les ont même dispersés. On les attend à Nirumu, à Mambasa. Donc c'est comme s'ils sont dispersés, ils sont en fuite, ils sont en débandade. Et les combats ne doivent pas s'arrêter comme ça à mi-chemin. Donc il faut vraiment arriver à détruire les capacités organisationnelles des ADF avant de clore cette opération. Si on l'arrête à mi-chemin, ils peuvent se réorganiser. Donc si après 6 mois, les FARDC et les UPDF constatent qu'il faut encore un délai supplémentaire pour venir au bout, des ADF, c'est une bonne chose si ça produit un bon résultat. Et c'est l'espoir de tous que ces opérations qui semblent quand même enregistrer un peu plus de succès que les initiatives précédentes, que ces opérations ne s'arrêtent pas à mi-chemin. Mais il ne faut pas non plus que ces opérations traînent indéfiniment, parce que c'est plus facile de faire entrer un partenaire extérieur sur son territoire. C'est beaucoup plus difficile de le faire partir s'il découvre qu'il peut y rester. Oui, un message en particulier adressé au gouvernement et au public, à la population de l'Est, qui est vraiment prête pour que le combat éclate entre la RDC et le Rwanda. Le conseil que je peux donner au gouvernement congolais, c'est de ne rater aucune occasion pour renforcer sa politique de défense, renforcer les FARDC et maintenir cette mobilisation, maintenir le moral des FARDC au top pour pouvoir lutter seul contre les menaces extérieures. Parce qu'on ne peut pas compter sur les voisins dont on ne maîtrise pas les agendas. Donc on ne peut pas compter éternellement sur des voisins. Depuis 1998, la RDC a recouru à des partenaires extérieurs pour lutter contre les RCD, les MLC. La RDC a recouru
aux troupes zimbabwéennes, angolaises, namibiennes pour lutter contre les M23. La RDC a bénéficié de la brigade onusienne et depuis 1999, la MONUSCO est en RDC pour essayer d'aider le pays à reconstruire son armée, à renforcer ses capacités de défense. Et donc, il faut vraiment en profiter pour développer les capacités militaires de la RDC parce qu'on ne se fera pas respecter dans la région si on n'a pas une bonne capacité militaire. Nous sommes un scandale géologique. Vous ne pouvez pas garder beaucoup de minerais dans votre maison et ne pas renforcer la sécurité autour de votre maison parce que les voisins risqueront de venir se servir. Et toutes les personnes que vous inviterez qui peuvent venir de bon cœur pour vous aider, bon, ils vont découvrir qu'ils peuvent aussi y rester éternellement. Donc, ils risqueront chaque fois d'entretenir un niveau minimum d'insécurité pour pouvoir justifier leur présence et rester. Donc, vraiment, mon conseil, c'est que la RDC se défende toute seule, hein, qu'elle se dote de tous les moyens nécessaires pour se défendre seule devant des petits ennemis, parce que ce sont des petits ennemis en fait. Ce sont pas, on ne dira pas que c'est des ennemis qui ont des gros matériels de combat. Bon, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'avions de guerre, ils n'ont pas de missiles. Donc c'est des petits groupes armés, les plus de 120 groupes armés qu'il y a dans l'est du pays. C'est des petits groupes armés qu'on peut anéantir facilement si on a une bonne capacité militaire. Et c'est possible de le faire sans aide extérieure. Mais aussi un mot à la population. C'est de rester unis derrière les FARDC et de garder cette mobilisation patriotique pour défendre la patrie. Merci, professeur Nissé, de nous avoir accueillis dans votre bureau. Je vous remercie aussi de vous être intéressé à moi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Chers internautes de Léo, ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. À la présentation, mon nom est Penzi Manzekele. Au revoir.